Je vous propose de nous transporter dans quelques instants dans les jardins pour écouter Franck Buys, enregistré le 28 juin dernier à Aix. Buveur de vent est le 14e roman de Franck Buys, hein, après L'entomologiste, Vagabond, Grossir le ciel, je cite les plus connus, Plateau, Glaise, qui est un de mes préférés, je dois le dire, et je milite pour que vous lisiez Glaise, Né d'aucune femme, qui a été vraiment un coup de poing, et qui a été reçu comme ça, et qui lui a valu un public très fidèle. Hein. Je veux dire, oui, c'est en train de construire un public, incontestablement. J'ai une journaliste qui est passée l'autre jour qui me dit ah, moi, Franck Buys, il est en train de conquérir un public de fidèles, en tout cas. Et puis le dernier, Buveur de vent, qui a été couronné par le prix Giono. Donc il vit en Corrèze, hein, et ces romans ne sont pas tous situés en Corrèze. Ils se baladent un peu dans le Massif central sur un axe qui va en gros de la Haute-Vienne jusqu'aux Jusqu'aux Cévennes. Cévennes. Oui, c'est ça. Et le, hein C'est Grossir le ciel qui se passe dans les oui, Cévennes. oui, Grossir le ciel, oui, oui. Et voilà. Donc la première question que j'ai posée à Franck au début de notre entretien, c'est est-ce que le pays où il était né, oui. D'accord, on y va. Où il a grandi, où il vit l'écran chauffe, il faut qu'on y aille. La Corrèze a été. Est-ce que ça a été déterminant dans son désir d'écrire et quel rôle ce pays joue dans ça ben, Alors c'est pas elle qui m'a déterminé à écrire, hein, c'est la littérature. Hein. Bon, le vrai terreau, il est celui-ci. C'est d'abord la lecture, voilà, c'est-à-dire de me nourrir pendant très très longtemps, de continuer de me nourrir d'ailleurs, je n'ai jamais cessé. Mais le véritable moment où je me sens légitime, où je me sens ancré, où mon écriture est ancrée vraiment, c'est le moment où je retourne vivre dans cette Corrèze-là, c'est-à-dire à 2 pas de la ferme familiale. Voilà, il se passe quelque chose à ce moment-là, et je me mets à écrire sur cette terre-là. Sur cette terre, mais qui est plus vaste que ça, puisque le premier bouquin se passe dans les Cévennes. Mais quand je découvre les Cévennes, c'est les mêmes que je retrouve, c'est les mêmes personnages, c'est cette même terre, un peu plus âpre. Et encore qu'entre les Cévennes et le plateau, c'est à peu près la même chose. Mais c'est plutôt l'humain qui m'a amené. C'est plutôt en fait, c'est pas la terre, c'est pas la géographie, c'est pas ça qui m'amène vers l'écriture. Ce sont les personnages, toujours, toujours, toujours. C'est eux qui m'amènent à découvrir la terre, leur terre. C'est eux qui me mènent à ça. ces personnages, ils ont des modèles réels dans votre famille, dans l'environnement que vous avez connu dans votre enfance. Évidemment, oui, bien sûr, oui, oui. Il y a un peu de tous ces gens que j'ai observés, que j'ai passé ma vie à observer, que je continue d'observer, parce que je comprends toujours pas tout. Parce qu'en plus, il y avait, non seulement c'était des taiseux, ils ne parlaient pas beaucoup, quand ils disaient des choses, il fallait déchiffrer, mais souvent ils parlaient en patois même, hein, en plus. Donc c'était une langue aussi à connaître, à apprendre, avec des tournures particulières. Donc on parlait de poésie, mais la poésie elle était un peu partout, mais moi je ne le savais pas. Et puis aujourd'hui, évidemment, tous ces personnages qui prennent possession dans mes livres, qui prennent possession de moi et que je dépeins comme ça dans mes bouquins, ils viennent de tous ces gens que j'ai rencontrés, certains sont encore en vie, mais beaucoup sont plus là aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on peut parler aussi peut-être d'hommage, oui, à cette patte humaine-là. Alors, l'expression se trouve dans un des livres. Il y a deux choses. Il y a le destin paysan et le silence paysan. Oui, alors destin paysan, c'est quelque chose qui m'a toujours. Je trouve ça terrible, quoi. Terrible. Terrible le fait que le temps ne s'écoule pas d'un point à un autre comme ça linéairement, mais verticalement.
et ces générations-là anciennes qui étouffent celles qui arrivent, là, par le poids des traditions, par le poids de la seule valeur d'ajustement qui est le travail. Voilà. Il faut montrer quoi, ce qu'on est capable de faire. Donc, la transmission des sentiments, tout ça, c'est pas pour eux, quoi. La beauté, ça n'existe pas. Il y a un rapport à l'utilité. On ne s'extasie pas devant le vol d'un papillon ou d'une abeille, quoi. L'abeille, oui, si elle permet de polliniser le verger, ok. Mais il n'y a pas ce rapport-là. Donc je pense que dans mes livres, justement, la manière de contrarier ce destin comme ça étouffant, c'est ce destin grec. Il y a toujours un personnage qui émerge un peu et qui se met à respirer un peu plus d'oxygène, un oxygène différent. Voilà, et c'est toujours, je m'en rends compte après coup, c'est toujours l'art qui permet ce pas de côté. Voilà, c'est le petit Joseph d'Anglaise qui se met à sculpter comme ça, alors qu'il n'y a pas du tout de tradition. À sculpter de la glaise. Sculpter de la glaise, voilà, ouais, c'est par exemple cette petite rose là qui découvre les mots, ouais. Qui découvre comment écrire. Et la lecture. Et la lecture. Georges dans Plateau. Georges dans Plateau. Alors les romanciers américains, ouais. Grande référence. Oui, les romanciers. Ouais, il s'est passé un truc incroyable aux États-Unis au début du XXe siècle, grosso modo. Il y a des... Et les sudistes essentiellement, les écrivains sudistes, les perdants finalement. Il y a quand même William Faulkner, il y a quand même John Steinbeck, il y a quand même Thomas Wolfe. Thomas Wolfe, qui est le grand oublié, je trouve, aujourd'hui, qu'un des plus grands romanciers américains, qui a fait une œuvre, qui a fait 4 livres dans sa courte vie, mais 4 monuments. Voilà, et puis il y a des gens un peu plus tardivement, comme Shelby Foote, voilà, il se passe un truc, quoi. Et donc cette littérature-là, moi, quand je découvre, là, quand je mets le nez là-dedans, alors Faulkner, j'ai mis du temps, parce que ça vous résiste, hein, ça peut vous résister, moi ça m'a résisté assez longtemps, et puis une fois que vous avez trouvé la bonne porte, et comment l'ouvrir, c'est juste le génie absolu, à l'égal de Shakespeare, oui, il s'est passé quelque chose d'incroyable avec William Faulkner, ouais. Et son digne hérité aujourd'hui, parce qu'on ne réinvente pas la littérature, ça on ne la réinvente pas, mais voilà, il faut, je crois qu'on ramasse comme ça des pierres un peu partout sur le chemin, dans nos chemins de lecture, et puis on essaie de faire sa propre maison avec ces pierres-là. Et il y a des gens comme ça qui vous les laissent prendre ces pierres-là, et puis vous faites ce que vous voulez, il faut que ça tienne à peu près debout, quoi, après. Donc j'essaie de faire tenir à peu près debout ma maison. Mais ouais, quelle chance de rencontrer comme ça, là, à un moment donné, de vous dire, mais ouais, ok, on parle de la même chose, on est sur les mêmes obsessions, on peut y aller, on peut essayer en tout cas, on peut essayer d'y aller. Donc ouais, c'est vraiment lui, c'est vraiment Faulkner qui me dit, ouais, tu peux essayer de faire ton truc quoi, maintenant. Alors, il est vrai que Faulkner est devenu une référence incontournable, quasiment, enfin majeure plutôt, pour d'autres écrivains qui d'ailleurs écrivent quasiment sur le même territoire que vous. Bon, Michon, c'est connu, Bergogneau. Donc, vous êtes de cette famille. Ouais. Parlez-moi un peu de cette famille d'écrivains. Chez les Américains actuels, comme Ron Rash aussi. Ouais. Oui, mais je parlais tout à l'heure de gens qui tirent le fil comme ça et qui font autre chose d'une œuvre. Voilà, avec ses pierres ramassées, c'est un McCarthy aujourd'hui qui a lu tout Faulkner, et qui presse cette œuvre-là et qui fait autre chose avec cette œuvre-là, sur les mêmes obsessions. Un Michon, un Bergogneau, un Millet, le Millet de la gloire des Pitres, de l'amour des trois sœurs Pial. On a, je crois, que cette même obsession de lier l'histoire et la poésie, et une voix singulière. Mais cette voix-là,
qu'est-ce que c'est la voix? C'est notre musicalité passée au filtre de nos émotions. C'est ça en fait, ce qu'on appelle le style. Moi, je veux bien qu'on me raconte tout ce qu'on veut, quoi, de me dire qu'un livre ça peut s'écrire avec des phrases courtes, verbe, sujet, complément. L'important c'est. Mais moi, ça ne me suffit pas. En tant que lecteur, ça ne me suffit pas. Je veux entrer dans l'atmosphère de l'écrivain. Je veux qu'il m'emmène. Je veux qu'il m'emporte. Je veux qu'il me permette de moi aussi de m'absenter, voilà, de disparaître devant ce que je ne sais, devant ce qui n'existe pas encore. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Ça n'existe pas encore, mais voilà, j'accepte de disparaître. Et c'est tout ce que je demande. Souvent, il y a un truc que je ne comprends pas. Par exemple, les lecteurs qui rentrent dans une librairie et qui disent voilà, je voudrais un livre, voilà, je veux un polar, je veux un thriller, je veux une histoire d'amour, mais bon sang, moi, je veux rien de tout ça, quoi. Je veux juste me perdre. Je me retiens Marguerite Yourcenar parler de ça, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée de vouloir se trouver dans des bouquins, Yourcenar ou Nabokov, de vouloir apprendre des choses de soi, mais non, ou d'être rassuré parce que quelqu'un pense comme vous, non. Voilà. Perdez-vous dans un livre. Et je crois que les incipits que j'écris parfois très étranges, énigmatiques, c'est aussi, je fais un pacte avec le lecteur sans le savoir, en fait je le fais avec moi le pacte au départ, c'est voilà, on fait un pacte tous les deux, on va se perdre, mais faites-moi confiance, vous verrez que vous retomberez sur vos pattes. On arrivera quelque part ensemble. On arrivera quelque part, mais acceptez de vous perdre avec moi. Et c'est vrai que dans plusieurs livres, vous avez des ouvertures très déroutantes comme ça. Et une fois qu'on a passé cette ouverture, on entre vraiment dans quelque chose. Et là, on ne peut plus lâcher. Ça se produit dans Buveur de vent, mais il y en a plusieurs autres. Ouais, dans N'est d'aucune femme aussi. Oui, N'est d'aucune femme aussi. Plateau aussi, c'est le plateau qui parle. Mais cet œil sur l'objet, bon, la manière qu'a une femme d'éplucher une pomme de terre et tout d'un coup de passer sa main sur l'autre, le couteau rafistolé avec du Chatterton de Virgile dans Plateau. Tout d'un coup, tous ces objets, tous ces gestes, c'est un véritable conservatoire ethnographique du monde paysan, du monde rural que je trouve dans vos livres. Oui, tout ça, ça a existé, c'est archivé en fait. Les objets, les gestes, tout ça, c'est archivé. Les odeurs. Ouais, et puis j'en ai fait vous savez, ce truc de Blanchot, là, le souvenir, c'est la liberté du passé. Voilà. Mais mes souvenirs, moi, c'est tout ça, c'est mon... Je puise là-dedans, en fait. Je puise la poésie là-dedans aussi, parce qu'en fait elle est là chez eux, on pourrait même parler de poétique, quoi. Tout est là, quoi. Et c'est pas de la nostalgie. Il n'y a pas de nostalgie, non. Non, il n'y a pas de nostalgie parce que c'est aussi très honnête par rapport à, dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire mais c'est il n'y a pas de... Je ne sais pas comment dire en fait. Je crois que c'est quelque chose de l'ordre de la mélancolie. Je crois qu'on ne fait pas de bonne littérature avec de la nostalgie, mais on peut en faire avec la mélancolie. La nostalgie, ça vous arrête. La mélancolie, ça vous porte, ça peut être lancinant comme ça. Et je ne veux pas oublier tout ça. Je crois que je veux que ça reste. Je veux que des gens puissent lire un jour ces gestes-là, que ça existait, que ces objets-là ont existé, voilà, on parlait de James Hadji, de Lomax, des Lomax qui vont comme ça enregistrer le blues américain alors que dans les églises pour qu'il reste ça. Edward Sheriff Curtis qui va photographier les derniers Indiens d'Amérique pendant 25 ans parce qu'ils sentent l'urgence, ils sont en train de crever dans des réserves. Et aujourd'hui on a ça. Voilà. Oui, c'est vrai que les paysans dont vous parlez, c'est vraiment la réserve d'Indiens en train de disparaître. Mais c'est ça.
C'est ça. C'est exactement ça. C'est un monde qui disparaît, une façon de vivre qui disparaît aussi. Aujourd'hui, ça ne se passe pas du tout comme ça. Les paysans d'aujourd'hui, les agriculteurs, les exploitants agricoles, je trouve ça terrifiant, quoi. Exploitants agricoles vivent pas comme mon vieil oncle de 90 ans. Ils n'ont pas du tout les mêmes codes. Je dis pas que c'est mieux, je dis pas que c'est mieux, que c'est moins bien. Je dis que c'est pas le monde qui m'a construit, c'est pas le monde qui m'a fabriqué. C'est pas voilà, moi, c'est un peu comme ce film là de Rouge, là, vous savez, là, Farbic et Big Far. On passe du monde du silence. Oui, pardon. Aidez-moi. Georges Rouquier. Georges Rouquier, voilà. On passe du monde du silence Oui. au monde du bruit, de la pollution, etc. Mais c'est terrible en 40 ans, quoi. C'est rien du tout, 40 ans. Et moi, je garde aussi ce monde du silence qui parfois était terrifiant, hein, et puis sans concession, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait, quand il fallait descendre chercher il y a une scène de Grossir le ciel, par exemple, où le gamin descend à la cave. Moi, c'est une des grandes terreurs de mon enfance. On a tous connu ça. Ouais. Descendre chercher le vin dans la barrique à la cave, avec les araignées, les rats et tout, dans l'obscurité. Moi, c'était les crapauds pour aller chercher le charbon. Et moi, c'est plutôt un très beau souvenir, les crapauds, le soir dans la cour, en été, le crapaud accoucheur, le chant du crapaud accoucheur, qui fait tut. Ça. Alors, il y a évidemment une présence de la nature exceptionnelle, extraordinaire, avec, d'ailleurs, ça se décante de livre en livre. Je pense à Plateau, où souvent on a même des mots savants pour parler des plantes. Donc il faut aller chercher dans sa flore un petit peu de temps en temps. Mais par contre, on a une hostilité de la nature, une nature qui est dure, qui fait peur même, comme chez Giono, hein, qui a écrit des nouvelles qui s'appellent Peur de la terre, ou du plateau, justement, où le plateau est une réalité terrifiante, hein, je veux dire, qui écrase. Et puis, il me semble qu'avec le dernier, Buveur de vent, cette fratrie communie avec la nature, et que là, il y a aussi quelque chose qui a changé un peu, qui a évolué un peu. Ils sont plus près du champ du monde. Ouais, bah oui, mais aussi notre rapport humain a changé avec la nature. On vivait avec, on était un peu la nature aussi, et puis on en est largement sorti. Et aujourd'hui, l'homme a une responsabilité dans ce qui se passe. Et c'est pas pour rien, j'imagine, que dans Buveur de vent, il y a des veilleurs de la rivière, ce Mathieu justement là, puis Luc aussi, hein, qui parle aux animaux. Mais ouais, après la nature, pour moi, ça n'a jamais été. Je vis dedans, quoi. J'ai toujours vécu dedans. Quand l'écriture, c'est aussi en fait, il n'y avait pas de. Tout était important. Quand ma grand-mère me parlait de l'arbre, l'animal, l'humain, le minéral, tout ça, c'était à peu près au même niveau, quoi. J'ai vu mon grand-père pleurer pour la mort d'une vache et pas pour un humain. Parce qu'il y a des humains, c'est dans l'ordre des choses de mourir. Et une vache qui meurt d'un village, c'est pas dans l'ordre des choses, quoi. Donc il y avait ce truc-là. Et donc la nature, elle est pas là pour être belle, pour eux. Elle n'est pas là pour être belle, quoi. Elle donne parfois, elle prend parfois, mais elle est juste ce qu'elle est. Il n'y a pas de rapport comme ça, qu'on pourrait qualifier parfois de néo-rural, de s'extasier devant. Moi, jamais j'ai vu les gens de ma famille s'extasier devant quoi que ce soit, quoi. Il y avait ce rapport toujours, encore une fois, à l'utilité, à l'utile. Ouais. C'est des gens en fait qui sont engoncés comme ça dans une tradition comme ça qui remonte de très très loin, le sang comme ça. Voilà. Et il faut que, voilà, une obsession de mes livres, voilà, il faut que ça continue de couler, il faut que ça continue. Voilà. Et vous savez ce truc de Faulkner, ils endurèrent. Endurer la souffrance aussi, c'est une façon d'exister. On leur a appris ça. Et c'est terrifiant aussi. Hein. Puis alors, c'est question récurrente dans tous les livres de la filiation. Ceux qui n'ont pas pu avoir d'enfants, comme Judith et Virgile, et puis de l'apprentissage. Donc, d'Anglaise, c'est le voisin qui finalement devient un substitut du père pour apprendre au jeune Joseph le métier.
Là, il y a une scène extraordinaire, alors là, d'une justesse aussi de description, c'est quand il plante les piquets pour mettre une palissade. Mais c'est un vrai manuel de la pose d'une palissade. Ben oui, j'ai un peu fait aussi. Oui, c'est quand même, ça c'est un thème qui revient dans quasiment tous les livres là, de la filiation, même dans Buveur de vent, où c'est un peu différent. Il y a quand même le père, bon, qui les bat avec leur ceinturon, le père qui interdit de lire, etc. Bon, et puis, quand même, eux, ils échappent, ils semblent devoir échapper un peu plus à leur destin que d'autres. Ben, c'est l'enfance, c'est le moment où tout se joue. Hein. Ouais. C'est là, ils peuvent s'en sortir. Hein. Peut-être que c'est aussi un peu mon histoire. Moi, je n'étais pas du tout destiné à écrire des bouquins, à devenir romancier. Mais voilà, j'ai la chance de tomber sur des livres à l'adolescence et qui font basculer quoi, ma vie plus de 35 ans plus tard. Ça fait basculer ma vie. Donc oui, rien n'est perdu et l'atavisme, c'est pas quelque chose qui est immuable, c'est pas... Mais cette idée, oui, vous avez raison, de la filiation, de la transmission, c'est quelque chose qui est... c'est un thème central dans vos livres. Oui, c'est un thème central, oui. Mais, comme disait Brassens, un don sans travail est une salmanie, mais c'est beaucoup de travail ou c'est fluide la création littéraire chez vous? C'est beaucoup de travail, beaucoup de travail. Il y a le premier jet qui est sur des cahiers presque sans rature, mais après, c'est une espèce de pâte en fait. Et je réécris le livre autant de fois qu'il faut. Je peux faire, Grossir le ciel, j'en ai fait jusqu'à 9 versions, et puis c'est 5-6 versions de chaque livre, mais depuis le début, et c'est réécrit à la main. Voilà, il faut que ça tienne de bout en bout, et que j'accepte à un moment donné de lâcher l'affaire quand je comprends que voilà, le physique, physiquement, je suis au bout du truc, et voilà, je comprends. De toute façon, la passerelle est prête pour un autre dont je ne sais rien encore, mais voilà, il n'y a pas d'achèvement. Ça se termine, voilà, le livre se termine, parfois sur une ouverture, parfois sur quelque chose de... voilà, Buveur de vent, ça se termine, oui. Mais ça s'ouvre aussi. Parfois, j'aime bien. Ça se referme. Parfois, ça se referme, mais c'est ça que j'aime beaucoup dans la littérature aussi, c'est que quand l'auteur fait confiance au lecteur, c'est-à-dire il lui ferme des portes, mais il en laisse certaines ouvertes, entrouvertes. Le lecteur aussi a une part dans l'écriture, dans l'évolution de la littérature aussi. Tout ce qui est clos par la pensée de l'auteur, ça me terrorise en fait. Je ne sais pas comment un livre peut être clos. Je trouve ça assez terrifiant. J'aime pas ça. J'aime que les livres continuent d'exister après coup. J'aime pouvoir les relire. Les grands livres, c'est ça. C'est les livres que vous relisez et vous ne relisez jamais le même livre. Il y a quelques livres comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Un roi sans divertissement fait partie. Un roi sans divertissement. Absalom, Le bruit et la fureur. Les frères Karamazov. Suttree. Les raisins de la colère, d'une certaine façon. Hamlet. J'ai une grande tendresse, enfin admiration pour l'Odyssée, encore plus que l'Iliade, mais même l'Énéide. Il y a voilà, Le fleuve et l'oubli de Thomas Wolfe. Voilà, quelques bouquins comme ça qui sont inépuisables. Inépuisables. Merci Franck. Merci à toi. Franck, je le connais depuis 3-4 ans. Oui. On s'est rencontrés au festival de Gradignan. Mm-hmm. Il avait le prix Polar pour Grossir le ciel. Oui. Et moi, j'avais le prix livre de poche pour Déneiger le ciel. C'est drôle, oui. Donc, il s'est senti quand même obligé de renvoyer l'ascenseur en disant « Là où André a voulu déneiger le ciel, moi, je l'ai grossi. » Bien, donc l'affaire était close. Et après, on était en rencontre les deux. Donc, on a passé un bon moment. Après, on s'est revus à Étonnant Voyageur, à Saint-Malo. On s'est revus
à Naves, dans ses terres, là-bas, pas loin de Tulle. Donc voilà, on est copains, pour pas dire amis, pas loin, quoi. Et donc c'est un auteur que j'aime bien. Que dire encore Buveur de vent, c'est un côté un peu série, un peu Netflix, un peu fantastique. Hein. Oui. Et puis l'autre, Né d'aucune femme, c'est le mythe de Barbe Bleue revisité, quoi. Avec un titre tiré de Shakespeare. Voilà. Bon, mais c'est bien. Mais c'est un grand obsessionnel quand même, hein, parce qu'il y a vraiment des situations obsessionnelles, en particulier la sexualité qui s'épanouit dans les étables et les écuries, c'est quand même un thème récurrent dans, dans son œuvre. Et on parle de la sexualité humaine. Ouais, bon. Oui. Mais en particulier, il y a quand même, dans Né d'aucune femme, moins peut-être dans Buveur de vent, il y a le personnage du monstre, de l'ogre, Ouais, c'est pour ça que Barbe je disais, Bleue, oui, ouais, oui, voilà. bien sûr, mais c'est le monstre, l'ogre. Il y a des personnages monstrueux dans son œuvre. Et en même temps, il y a une poésie incontestable de la langue. Je vous disais que mon chouchou personnel, c'était Glaise. Parce que Glaise, c'est la guerre de 14 vue de Salers. Un peu comme Giono dans Le Grand Troupeau. Et je vais faire remarquer qu'il connaît très bien l'œuvre de Giono. On n'en a pas parlé, peut-être qu'on aurait dû en parler plus là, mais on n'en a pas parlé dans l'entretien, alors qu'on en a beaucoup parlé à côté. Il y a de toute évidence des références inconscientes au Grand Troupeau. Il m'a dit que c'était inconscient, mais en fait, après, il s'est rappelé de la chose. C'est la guerre de 14 vue de Salers à travers un roman d'éducation aussi, de ce jeune homme dont le père part à la guerre et dont le voisin va apprendre, entre autres, à planter les piquets et à faire une haie. C'est drôle parce que je me souviens d'un jour où j'ai appelé José Bové, il me dit « Ah bah tiens, je suis en train de planter une haie. » Bon, la haie, c'est très important, entretenir les haies et tendre des fils de fer barbelés ou des palissades, c'est très important dans le quotidien du paysan. Voilà. Donc, oui, Franck Buys, bon, c'est très bien qu'il ait eu le prix Giono. J'espère que l'année prochaine, puisque Paul Constant me demande de faire un entretien avec le prix Giono chaque année, j'espère que ce sera un écrivain dont j'aimerais l'œuvre, parce qu'autrement, ça va être difficile. Mais là, j'en ai lu 5 avant d'interviewer et j'aime beaucoup.